Demain je pars pour la guerre, avec mon grand chien qui aboie. Des cailloux pleins ma gibecière et à mon côté gauche le droit. Je vais tuer sa majesté. Avant de commencer, je voudrais dire que je suis particulièrement honoré par votre invitation. Pour un homme comme moi qui veut être un combattant, qui veut résister, qui veut être un résistant, être invité par un peuple qui résiste depuis 300 ans est pour moi comme une reconnaissance. Je vous en remercie. Ceci dit, avant de commencer, j'aimerais vous dire que je ne veux pas faire un discours fleuve à la Castro. Je ne veux pas vous fatiguer, je veux que ce soit un peu vivant. Donc je vais énoncer un certain nombre de faits, d'actions, de fondamentaux qui nous permettront ensemble de dialoguer et j'espère que vous pourriez comme ça me poser quelques questions et qu'ainsi le discours soit plus intéressant et plus pointu pour vous. On m'a invité ici pour parler sur Troisième Voie et le solidarisme, qui sont liés. Qu'est-ce que le solidarisme? Ce n'est pas une grande théorie philosophique, c'est une doctrine de combat. Une doctrine de combat parce que nous sommes en guerre. L'oligarchie financière qui nous gouverne dans le monde entier, au Canada, au Québec, en France et ailleurs, a déclaré la guerre à tous les peuples. Donc, nous combattons. Nous combattons jour après jour. Mais qui sommes-nous? Nous sommes le peuple. Ils écrasent le peuple, tous les peuples. Donc ce combat sera en deux phases, la lutte des peuples et la lutte pour le peuple. Je vais commencer par la lutte des peuples. Les fondamentaux du nationalisme révolutionnaire sont trois piliers. La première, c'est la lutte pour la décolonisation de l'Europe, et je crois aussi d'ici concrètement. La deuxième, c'est un combat pour l'autodétermination des peuples. Je pense qu'il est d'actualité ici aussi. Le troisième, c'est une construction patriotique du socialisme, que certains, par un terme réducteur, appellent la gauche nationale. Ce qui n'est pas vrai parce que le solidarisme, comme Troisième Voie, n'est ni de droite ni de gauche. Mais c'est un raccourci qui permet à certains... Qu'est-ce que cette lutte des peuples, cette lutte pour l'autodétermination et la décolonisation concrètement? On s'aperçoit que l'oligarchie financière qui nous gouverne et son régime, qu'ils appellent le mondialisme ou le système totalitaire marchand, nous opprime sur toute la planète et veut, parce qu'il est totalitaire, avoir un monopole, un seul gouvernement mondial à la fin. On doit tous, comme a dit Benoît, tous être uniformisés. C'est leur combat. Face à ce monopole, que pouvons-nous faire? Parce que notre combat n'est pas un combat défensif, c'est fini. C'est un combat offensif. Nous devons prendre l'offensive sur tous les fronts si nous voulons gagner. C'est fini la défense. Concrètement, face au monopole, la réponse est le multipolaire. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'est la réponse multipolaire. L'Europe actuelle, l'Union européenne, n'est qu'un avatar de l'empire atlantiste. Nous sommes les larbins de l'Amérique et de bien d'autres d'ailleurs, de l'Arabie Saoudite, d'Israël, de l'Angleterre, enfin, de tout le monde sauf de nous. Mais, si nous nous organisons autrement, cette Europe peut être une force de combat. Je m'explique. Imaginons un axe Paris-Berlin-Moscou, un pôle Paris-Berlin-Moscou. Nous permettrait d'avoir cette main-d'œuvre qui, soi-disant, nous manque, ces énergies qui nous manquent, et ce poids politique et géopolitique important qui est le nôtre, qui devrait être le nôtre. Mais si on faisait dans ce monde multipolaire un axe Paris-Berlin-Moscou, à l'heure actuelle, il y aurait Moscou, Berlin, Paris. Parce que grâce à Sarkozy et tous ses acolytes, la France est loin d'être ce qu'elle a été. Alors pour récupérer, il faut faire dans ce pôle, dans ce premier pôle, un sous-pôle.
qui serait, parce que c'est historique, parce que c'est issu de la colonisation, un pôle de travail avec l'Afrique, le Maghreb. Ils parlent français, ils ont des liens, quoi qu'on en pense. Ils ont des ressources aussi qui nous permettent peut-être, par un commerce gagnant-gagnant et non plus d'exploitation de peuple, de pouvoir retrouver une certaine indépendance. Mais ce n'est pas tout. Dans le cas de la francité, et c'est pour ça que je suis ici, et c'est pour ça qu'il est très important pour moi, pour nous, la troisième voie, pour les Français et pour ce combat, qu'il y ait une troisième voie au Québec, c'est parce que nous voulons porter l'offensive au cœur même du système mondialiste, c'est-à-dire au cœur même de l'Empire. Vous êtes la tête de pont de cette offensive. Vous êtes sur le territoire de l'ennemi. Et en plus, vous êtes des troupes qu'on peut qualifier d'assaut, parce que ça fait 300 ans que vous résistez. 300 ans que vous résistez à l'impérialisme anglo-saxon. Vous parlez encore français, malgré eux, malgré tout. Vous vous souvenez de tout. Vous êtes des irréductibles. Nous avons besoin de vous. Ce n'est pas une section anecdotique. C'est un point fort, un pilier de notre combat. Nous comptons tous sur vous, en France et ailleurs. Voilà pour ces premiers pôles. Mais il y en a d'autres. À l'heure actuelle, dans cette guerre, nous avons des alliés. Les peuples ont des alliés contre le mondialisme, contre l'Empire. Le Venezuela, qui est un pôle dans l'Amérique du Sud de plus en plus fort, avec qui nous pourrons nous allier, tous, vous, nous, l'Europe. Il y a aussi des pays du Moyen-Orient qui luttent au quotidien et même maintenant physiquement, comme la Syrie, comme l'Iran, qui a un pouvoir géopolitique important et qu'il ne faut pas négliger, et qui sont des peuples qui veulent lutter justement contre l'impérialisme. Donc dans ce combat, nous sommes loin d'être seuls. Loin. Il faut en être conscient et l'organiser. Pour l'instant, nous n'avons pas conscience véritablement du potentiel de résistance dans le monde. J'ai rencontré dernièrement des responsables des jeunes patriotes ivoiriens de Côte d'Ivoire. Ils m'ont dit qu'en tant que nationalistes révolutionnaires, ils rentraient au quotidien dans ce combat et qu'ils étaient d'accord pour se joindre dans ce combat pour leur ivoirité. J'ai rencontré des Libanais qui m'ont dit la même chose. J'ai rencontré des Syriens qui m'ont dit la même chose. J'ai rencontré l'ambassadeur d'Iran qui m'a dit la même chose. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons besoin, entre nous, à travers les continents, de tous nous unir et d'en être conscients. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui était à peu près notre vision multipolaire, parce que le multipolaire permet la lutte contre le monopole, parce qu'il fragmente, et il permet la liberté. Parce que le pôle vénézuélien n'est pas le pôle européen. Votre pôle nord-américain n'est pas le pôle français. Évidemment qu'on a un lien indéfectible, à peine compréhensible. Mais vous n'êtes pas français, nous ne sommes pas québécois. Donc votre façon d'analyser le monde est vôtre. Maintenant qu'on a compris qu'il y avait de multipôles et que ça permettait justement le droit à la différence, qui est une grande liberté, qui est la liberté, je vais essayer de vous expliquer comment on peut lutter pour le peuple, d'après nous. Je vais donner des exemples qui sont plus français, parce que je suis français, mais j'espère que tout à l'heure on pourra s'expliquer, poser quelques questions et peut-être s'orienter ensemble sur quelque chose de plus précis pour vous. Parce que je sais que votre combat est ici, que c'est le plus important. Comment combattre pour le peuple? Et pourquoi déjà combattre pour le peuple? En France, et je pense ici aussi, nos gouvernants, nos élites, sont une bande d'incapables depuis une quarantaine d'années. En tout cas, nous, ça fait au moins ce temps-là. Ça fait depuis 1970. Donc, ces élites nous amènent de faillite en crise, de crise en conflit, tout ça pour nous sauver. Alors, arrêtons d'être sauvés, reprenons en main notre destin. Cette élite a failli, elle est mauvaise, c'est net, on le voit. Et d'ailleurs, la crise mondiale
On est la preuve. Alors il faut donner le pouvoir à l'élite, parce que ce doit être évidemment les meilleurs qui doivent gouverner, pas les pires, comme maintenant. Mais comment reconnaître le meilleur, celui qui mérite? Eh bien, il faut le regarder au quotidien. Parce que celui qui mérite, c'est celui qui, pendant 20 à 30 ans, ne lâche rien, se lève tous les jours à 6 heures ou à 7 heures pour nourrir sa famille. Cet homme qui est prêt pour son idéal, sa nation, ses idées, sa philosophie, est prêt à se battre, à sacrifier sa vie pour sa famille. Ce soldat de toutes les tranchées, de toutes les plages, ben c'est le peuple, toujours le peuple. Il faut avoir vraiment de la grandeur d'âme, il faut vraiment être une élite pour accepter de sacrifier sa vie pour une idée. Et seul le peuple le fait. Jamais les dirigeants. Vous avez vu déjà les généraux devant? Vous avez vu déjà le Rothschild devant, Krug devant? Non, c'est nous toujours. Pour eux. C'en est fini. Voilà pourquoi vous êtes l'élite. Voilà pourquoi on doit se battre pour vous. Parce que vous êtes tout, vous faites tout, vous payez tout, et on ne vous donne rien. C'est la grande injustice. Maintenant, concrètement, comment peut-on faire? Alors, il y a plusieurs axes. La première des choses, et c'est important, c'est reconnaître, quand on sait ce qu'on est, reconnaître nos forces. Le peuple a deux forces. La première, c'est son nombre. Le peuple est plus nombreux que l'oligarchie. C'est pour ça qu'ils sont d'autant plus riches. La deuxième, c'est que, et je l'ai dit tout à l'heure, tous les matins, on se lève pour construire ce putain de pays qui est le nôtre. Parce que si vous ne travaillez pas, il n'y a rien. On ne parle pas que des impôts qui organisent tout, il y a simplement la vie toute seule. Alors, votre vraie force, c'est aussi le travail. Donc, notre axe de combat se fera sur le nombre et sur le travail. Le nombre, il faut en être conscient, pour qu'il puisse s'exprimer, c'est la démocratie la plus directe possible. Il faut que vous puissiez parler directement, parce que vous avez du bon sens. Et c'est ce qui manque à nos dirigeants, à nos intellectuels corrompus. Il faut que vous puissiez parler. Donc il faut une démocratie, parce que vous êtes le peuple, des démonstratus, pouvoir au peuple, c'est ce qu'on veut. Et vous puissiez vous exprimer le plus rapidement possible, donc il faut qu'elle soit le plus directe possible. En France, nous avons un gouvernement dit démocratique et dit de souveraineté nationale. Ce qui concrètement veut dire quoi? Je vote pour un député, démocratiquement. Ce député, pendant 5 ans, a le pouvoir de décider à ma place. Mais pas du tout. J'ai voté pour quelqu'un qui m'a promis un certain nombre de choses. Évidemment, on sait tous qu'ils ne tiennent jamais promesse, mais ce n'est pas admissible, ça. J'ai voté pour quelqu'un qui m'a promis un certain nombre de choses. Il doit les tenir. S'il ne les fait pas, il n'est plus légitime. Donc il doit partir. Ça s'appelle une souveraineté populaire, avec des mandats révocables. Si tu ne fais pas ce que tu promets, si tu ne fais pas ce que tu dis, tu n'as plus de raison d'être. Tu n'es plus mon représentant parce que tu ne me représentes pas. Tu ne portes pas la voix pour moi. Donc c'est la démocratie la plus directe possible. Mais ce n'est pas tout. Il faut, parce que c'est important, qu'on ait des référendums d'initiative populaire. C'est-à-dire qu'un certain pourcentage de citoyens décident en mairie de pouvoir signer, dire voilà, sur tel point, je veux poser cette question à la nation et qu'elle y réponde. Ça peut être pour certains l'indépendance, ça peut être pour d'autres des faits de société importants comme la peine de mort, l'avortement, l'entrée ou la sortie de l'euro ou de l'Europe, parce que ça nous concerne. Certains pourraient penser que la peine de mort c'est quelque chose de très réactionnaire et que c'est très passé. Moi personnellement, je ne suis pas pour la peine de mort personnellement, mais ce que je pense n'a aucune importance. Ce qui est important dans cette histoire de la peine de mort, par exemple, c'est savoir permettre que l'État puisse être au-dessus de la vie d'un homme, dans l'intérêt général. C'est un point de vue philosophique primordial. Voilà pourquoi c'est important de savoir si la société, si nous avons décidé que parfois, l'intérêt général, l'État, est au-dessus de la vie de l'individu. Voilà pourquoi
ce type de référendum est important. Maintenant qu'on a parlé de cette accession au pouvoir par la démocratie la plus directe, comment peut-on se battre au niveau du travail? Vous êtes des militants, vous travaillez comme tous les travailleurs, forcément. À la fin de votre travail, vous êtes fatigué, parce que le travail, ça fatigue. Vous rentrez chez vous, vous avez une femme, des enfants parfois, et après, il faut quand même militer encore. C'est dur, c'est éreintant, et ça use. Concrètement, moi, ce que je vous propose, c'est d'être payé par votre ennemi principal, qui est le grand capital, pour l'attaquer au quotidien. Rentrez dans les syndicats. Choisissez un syndicat le plus petit possible ou le meilleur possible que vous pourrez vraiment phagocyter rapidement. Et luttez tous les jours pour vos acquis sociaux, contre leur exploitation. Vous serez payé pendant, je ne sais pas combien d'heures vous travaillez ici, nous c'est 8 heures. Ouais. Par jour. C'est vrai que l'hiver est long. Donc si nous, on travaille 8 heures par jour, vous serez payé 8 heures par jour pour les emmerder. Enfin, pas pour les emmerder, pour vous sauver. Et après, cette organisation, et ce n'est pas fini, servira à vous structurer, à convaincre autre chose que des militants, à convaincre autre chose que nous-mêmes, des Québécois, des Français pour moi, qui vous rejoignent et qui comprennent qu'il faut lutter contre cette oligarchie financière et les mettre dehors. Au bout d'un moment, avec du temps, parce que ceux qui vous promettent le grand soir pour la fin de la semaine sont des menteurs. Si on veut gagner, ça sera sur des années. Comme vous organisez votre retraite, il faudra organiser l'avenir des vôtres, de vos enfants et de vous-même. C'est la même chose. Sur des années, eh bien, vous prendrez à terme le contrôle du syndicat. C'est pas très difficile. Vous rentrez dans un syndicat petit ou moyen. Au bout d'un certain nombre de temps, vous arrivez à en prendre la direction de la section, puis d'autres. Et puis les autres votent pour vous, puis vous montez, en tout cas c'est comme ça en France. Le délégué fédéral, on peut être délégué national, et un jour on peut en prendre la tête parce que c'est tout à fait possible. Je parle pour la France, je ne sais pas ici. Mais en France, le Front National, que nous connaissons, est le premier parti ouvrier de France. Ce n'est pas la gauche, il n'y a pas d'ouvriers à gauche. Il n'y a que des petits bourgeois fonctionnaires qui, issus 9 fois sur 10 de l'éducation nationale, au bout de 7 heures de travail par semaine, sont éreintés. Quand nous aurons pris le pouvoir au sein de ces syndicats, année après année, nous pourrons organiser quelque chose qui est révolutionnaire et légal, qui vous permettra, quand vous partirez le matin de ce jour de révolution, de savoir que vous rentrerez le soir, sans risquer 20 ans, sans risquer votre vie, avec la chance de revoir votre femme et vos enfants. C'est la grève générale. Cette grève générale est tout à fait réalisable. Mais pour la réaliser, parce que si la grande force du travailleur, c'est quand il croise les bras et qu'il ne travaille plus, il faut en avoir les moyens. Et les moyens, c'est quand on est payé au mois, si on ne travaille pas pendant un mois, le loyer n'est pas payé, on nourrit pas les enfants, s'il y a un crédit, on ne paye pas. Alors là, du coup, on ne fait plus de grève. D'ailleurs, c'est pour ça que les sociétés de crédit se développent beaucoup et que les gouvernements aiment que vous preniez des crédits. Parce que vous ne pouvez plus faire grève. Ils vous tiennent par un écran plat, un week-end, je ne sais pas où, ou ailleurs. Alors notre idée, c'est évidemment au sein de ce syndicat, faites des caisses de grève, parce qu'ils ont oublié les syndicats de faire des caisses de grève en France. Je ne sais pas ici, mais on a le droit de faire des grèves, mais on a oublié de faire des caisses de grève, donc on ne touche pas d'argent. Évidemment, elles ne durent pas longtemps, les grèves. Nous avons organisé des maisons du peuple. C'est-à-dire le local à Paris, la maison de l'Artois en Artois, la maison des Flandres en Flandre, et Lyon Dissident à Lyon, des points de fixation où tous peuvent venir autour d'un verre, parce que c'est convivial, échanger et s'apercevoir que notre combat est le même, que l'on soit du Front National, que l'on soit issu de telle ou telle branche, de chez nous ou d'ailleurs, on s'aperçoit que nous avons les mêmes revendications, on a les mêmes angoisses, les mêmes peurs,
les mêmes peurs pour l'avenir. Et donc, cette maison du peuple sert aussi à s'insérer au sein de la nation. Nous sommes présents concrètement. Par vos achats, c'est-à-dire une consommation, un concert, un t-shirt. Nous prenons un petit peu chaque fois. Et nous faisons une caisse en vue justement de cette grève générale que l'on pourra enfin soutenir. Voilà les grands axes de la prise de pouvoir pour nous. Vous me direz, la grève générale, c'est une belle utopie, il y en a encore 20 000 autres. C'est absolument faux. Prendre le contrôle des syndicats, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. C'est absolument faux. Et nous expliquer pourquoi concrètement. Le contrôle des syndicats? En France, je ne sais pas ici. Je le disais il y a quelques minutes, le Front National, c'est 4 millions de travailleurs. Les syndicats en France représentent 3% des travailleurs. Si jamais simplement 10% de ces gens du Front National, de nos idées, rentrent dans un syndicat, tout le syndicat, du début à la fin, nous appartient. C'est possible. Il suffit de le vouloir. La deuxième des choses, faire la grève générale, est-ce que ça tiendra, est-ce que c'est possible, ou pas possible? Je vais vous rappeler un fait qui a concerné un homme que vous devez connaître un peu, qui s'appelait le général de Gaulle. Mis à part de grandes déclarations, il a aussi eu un problème majeur qui s'appelle mai 68 en France. Une bande de gauchistes hirsutes ont réussi pendant 48 heures à rendre vide le pouvoir français. Le général de Gaulle, qui avait des montagnes de défauts, mais qui n'était pas un lâche, était obligé de partir en hélicoptère jusqu'en Allemagne. Pendant 48 heures, il n'y avait personne au gouvernement. Parce que des étudiants avaient fait une grève générale. On a eu de la chance, ils n'ont pas pris le pouvoir. Mais nous, on peut peut-être le faire. Si ça a été fait, on peut le faire. Donc, c'est réalisable. Maintenant, si on prend le pouvoir, il faut savoir pourquoi. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qui est un peu plus avant notre philosophie et surtout notre vision de la politique pour que la France, et peut-être un peu vous sur certains points, puissiez avoir un avenir heureux et arrêter d'avoir peur du lendemain, parce qu'on a tous peur de perdre son boulot et même de perdre son pays. C'est une reprise en main. Une reprise en main par l'État, non pas parce que nous sommes d'infâmes fascistes, c'est parce que l'État est pour nous comme un super syndicat. Nous parlions hier de justice sociale. La justice sociale est notre combat principal parce que nous combattons pour le peuple. Comment peut-on arriver à une certaine justice sociale dans un pays? Alors très rapidement, qu'est-ce que la justice sociale? C'est réduire le déséquilibre entre les forces du capital et les forces du travail. À l'heure actuelle, vous présentez un travail, et voilà, c'est 1000 $, ça mérite 1005, dégage, sinon j'en prends un autre. Bon, ben oui. Rapport de force en leur faveur. C'est très caricatural, mais c'est un peu ça. Comment peut-on réduire cette fracture? Comment peut-on rééquilibrer tout ça? Eh bien, il faut donner à l'économie, aux politiques, un sens. Ce mot, un sens, c'est même un terme philosophique. Il faut que ça ait un sens. Le sens, c'est celui que devrait avoir toute société. C'est l'accession au bonheur des nôtres. C'est aussi, concrètement, c'est travailler mieux, travailler moins, pour vivre plus nous-mêmes, plus avec nos enfants, plus pour faire de la philatélie, plus pour venir à des conférences, plus pour tout ce qu'on veut, mais pas simplement pour être aliéné par le travail. On sait très bien que le travail sert à la collectivité, il sert aussi à nous nourrir, mais il sert à nous nourrir pour nous libérer, pas pour qu'on finisse jusqu'à 23 h ou minuit à travailler toujours pour qui? Pour un autre. C'est plus admissible. Donc, l'objectif, c'est une accession au bonheur. À l'heure actuelle, en France, on avait la retraite à 60 ans. On avait quelques années à profiter de notre famille et profiter de notre vie. Maintenant, ça va être 67. Puis 74, puis 104. Non, je ne dis pas 104, c'est faux, je mens. Hein. Parce que, lisez Jacques Attali, il dit qu'à un certain moment, quand on est vieux, on fait chier. Hein.
Hein, on a travaillé, on a tout payé, et puis quand on travaille moins et qu'on a le droit de profiter du fruit de notre travail, on coûte. Alors il faut savoir partir dignement. Mais il l'écrit. Hein. Mais il l'écrit pour toi, Ribin. Hein. Pas pour lui, hein. Lui il a envie de vivre. Hein. C'est lui qui appuiera sur la seringue dans l'hôpital. Parce que cette lutte pour le droit à l'euthanasie, qui est un grand principe, et j'ai le droit de mourir comme je veux, c'est vrai d'ailleurs. Mais après, qui appuie sur la seringue? Et quand tu es malade, qui décide que tu es vraiment trop malade? Je vous donne un exemple concret parce que c'est arrivé à un ami à moi, enfin, un parent d'un ami à moi. Le grand-père, bon, il était très vieux, très mal, il souffrait. Alors, comme il souffre, on lui met de la morphine. C'est gentil. Mais quand tu as la morphine, tu es un peu ailleurs. Hein. Donc, il disait n'importe quoi. Forcément, il est ailleurs. Et vous voyez, il souffre, et en plus, maintenant, il délire, le pauvre. Est-ce que vous voulez vraiment faire continuer cette souffrance qui ne sert à rien? Ah ben non, le pauvre. Non, mais alors. Enlève la morphine, il va avoir une pensée très nette, puis il dira vraiment si lui, il veut mourir ou pas. Et ça, on oublie de te le dire. Concrètement, c'est ça. Et ça sera de plus en plus ça. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que on décide pour moi. Et il y a encore plus de chances, parce que vous êtes plus jeune que moi, qu'on décide vraiment pour vous. C'est une horreur. Bon, ça, c'est du concret. Hein. Maintenant, pour toujours continuer sur cette prise de pouvoir et sur cette justice sociale, la justice sociale, donc, c'est la réduction entre le capital et le travail, mais comment on peut faire ça? Ben, l'État peut intervenir en disant qu'il y a un sens. Ben, le sens, c'est justement vous. Vous ayez une meilleure vie. C'est con, mais il suffit de le décider. Pour l'instant, ils ont décidé qu'il fallait que ce soit plus rentable. Moi, je travaillais à la Poste. À la Poste, j'étais au colis. Un boulot très passionnant. Et une année, on avait fait 900 millions d'euros de bénéfices. Ils étaient contents. Tant mieux. L'année d'après, on a fait 500 millions d'euros de bénéfices. On était donc à moins 400 millions. Une horreur. Je dis non, on est à plus 500 millions. Et donc, ils sont à moins 400 millions pour eux. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à mes dirigeants, qui étaient inquiets. Je dis, mais quel est l'objectif de la Poste, de Colis Poste en l'occurrence? C'est de livrer des colis à l'heure, en temps et en heure, exactement, à la bonne place, sans vol, et que ça ne coûte pas à l'État et à la Poste. Vous avez 500 millions, de trop presque. Ah ben non. Du coup, comme ils veulent 900 millions, eh bien ils disent, c'est ce qui se passe sûrement ici, vous êtes 3, allez, moi on dit en l'occurrence, Serge, t'es un mec bien, t'es un battant, tu veux 100 euros de plus? Ah oui. Bon, ben on vire le mec à 2, on fait le boulot de 3. Donc 1500 euros dégagés, et 100 euros à chacun. Donc ils ont gagné 1003 sans les charges. Puis le boulot de 2, on peut le faire à 1. Alors le mec, il travaille jusqu'à minuit, hein. Mais il a gagné 200 euros. Il s'est fait mettre jusqu'à l'os. Et les autres, ils sont en train de pleurer pour avoir le droit d'avoir un boulot de merde sous-payé, mobile et flexible, comme ils disent. C'est-à-dire que si demain, tu es au Québec, on dit, bah, écoute, le boulot, c'est en Roumanie, il faut aller en Roumanie. Chez ma femme, bon, bah, c'est pas grave, pour un boulot. Mais ils ne parlent pas français en Roumanie, c'est pas grave, c'est un boulot. Tu t'y feras, hein, t'es pas un nul, t'es pas un con, nous la font à l'envers à longueur de journée. Donc pour revenir toujours dans cet axe d'avoir une justice sociale, comment peut-on faire? Eh bien, il y en a un certain nombre de choses possibles. Les communistes avaient décidé de collectiviser tout pour que tout appartienne théoriquement au peuple. Ce n'est pas notre vision, nous avons une vision exactement inverse. Cette théorie existe, c'est-à-dire que dans votre entreprise, vous aurez des actions à l'année. Vous serez à terme propriétaire de votre société. Ce n'est pas un délire, ça s'appelle la participation. C'est théorisé, c'est tout à fait viable. Ce qui fait, c'est un autre avantage, non seulement que justement vous pourrez décider de qui on vire et qui on ne vire pas, parce que vous serez les patrons. Mais en plus, vous déciderez si ça sera délocalisé ou non, parce que vous serez les patrons. C'est pas intéressant.
Et à terme, ça permet une chose en France, hein, et peut-être au Québec, c'est que la France, que les Français se réapproprient la France, redeviennent propriétaires de la France. Donc c'est l'exacte antithèse du communisme en arrivant à la même chose, que vous soyez propriétaire de vos moyens de production et propriétaire de votre pays. Nous voulons une France, un pays de propriétaires. C'est pour ça que nous ne sommes pas des communistes. C'est la grande fracture. Il y en a une autre que je citerai plus tard. Mais ce n'est pas tout. Il faut au sein d'entreprise, bien sûr des syndicats forts, mais il faut aussi que ces syndicats puissent intervenir dans la stratégie de l'entreprise. Ça s'appelle la codétermination. Ce n'est pas une théorie en l'air. C'est appliqué depuis une quarantaine d'années en Allemagne. Et ça marche bien. C'est-à-dire que les syndicats sont conviés à la table annuelle des dirigeants pour définir la stratégie de l'entreprise. Comme ça, on ne décidera pas de vous voler, de vous déporter ou de vous mettre au chômage. C'est important. Et d'ailleurs, ça marche en Allemagne. Ce n'est pas un mauvais exemple économique, l'Allemagne. Donc, ça tient. On oublie de nous le dire, tout ça. Maintenant, pour revenir sur ce qui fait la différence entre les socialistes, comme on s'imagine l'être, et nous, c'est que nous avons la même analyse qu'eux, comme Marx, qu'il y a une lutte des classes. Mais elle a évolué. Il y a deux classes dans le monde, deux races, les riches et les pauvres. Ici, et dans les pauvres, il y a plusieurs catégories de pauvres. Ceux qui ont des chaussures et ceux qui n'en ont pas. En Afrique, en Asie, ils n'ont pas de chaussures, nous on a des chaussures. C'est la seule différence. Alors ça nous permet de les mépriser. Eux, ça leur permet d'arriver en bateau complet. Mais en face, l'autre classe, l'autre race, c'est les riches. Elle nous opprime. Mais qui sont? Quelle est cette oligarchie financière, ces riches qui nous oppriment? C'est pas comme disent les communistes, les patrons. C'est un mensonge. Par exemple, moi, je ne sais pas, vous connaissez peut-être Louis Vuitton, toute cette marque-là. Le patron s'appelle Pinault Valenciennes. Mais ce n'est pas le patron. Les actionnaires qu'on ne connaît pas, mais on travaille pour des gens qu'on ne connaît pas, c'est quand même dingue, ont décidé qu'ils allaient le représenter. C'est un salarié, pas le patron. Lui est opprime. Par contre, le plombier, le patron de la petite entreprise, il est écrasé de charges. Il est en concurrence directe avec des multinationales. Il subit leur tyrannie comme nous. On peut mettre les petits patrons et un certain nombre de patrons. Parce qu'ils subissent aussi cette tyrannie de la multinationale et de la mondialisation. Voilà. C'est important pour définir. Ensuite, pour aller plus loin, dans ce qui est le travail pour le peuple, je vais essayer de vous le résumer, après on essaiera peut-être de faire une discussion, en 3 termes, pour la France, pour conclure. Le solidarisme, c'est 3 mots que je vais vous expliquer, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, liberté d'entreprendre, je vais vous le dire, nous ne sommes pas des communistes. Liberté d'expression, c'est-à-dire que les gens ont le droit de s'exprimer. Après tout, la liberté de penser est importante pour un être humain. Mais ce n'est pas tout, je vous l'ai dit, c'est aussi être libre. C'est pouvoir décider chez soi. Donc, décider chez soi, c'est quoi? Eh bien, c'est la démocratie directe dont je vous ai parlé. Décider chez soi, c'est être maître chez soi. C'est-à-dire être propriétaire de la France. C'est la participation dont je vous ai parlé. Cette égalité, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment l'égalité de droit. Mais c'est aussi, et on l'oublie souvent, une égalité de devoir. Mais en 3e terme, pour cette égalité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la justice sociale, cet équilibre entre les forces du capital et du travail. Ensuite, il y a la fraternité. Qu'est-ce que la fraternité? Étymologiquement, ça vient de fratrie, du même sang. Nous sommes solidaires des nôtres. C'est ça, essentiellement. La solidarité réduite aux nôtres, mais ce n'est pas tout. Cette fraternité est une fraternité
de lutte des peuples pour leur autodétermination. C'est ainsi que moi, en tant que Français, en tant que combattant français, je suis votre frère dans la lutte. Voilà. Donc avant de terminer, pour conclure, en termes de lutte, parce que c'est important, eh bien, nous combattons tous pour notre liberté. Il n'y a rien de totalitariste là-dedans, bien au contraire. Une liberté parce que nous sommes opprimés. Donc je combats pour une France libre. Et j'espère que aussi vous combattrez au quotidien pour qu'un jour on puisse tous crier ensemble « Vive le Québec libre ». Je vais tuer sa majesté. Qui dit ma tante, qui dit m'aimer. 100 frappes par jour, elle me trahit. On doit mourir quand on trahit. Je suis seul de mon équipage. Les gens d'ici sont peu violents. Parce qu'ils ont viande sous la dent et ventre plein n'a pas de rage. J'ai dans mon sac 45 tours.